Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, déjà, je vais faire un petit warning. Ce soir, c'est ma première présentation dans un auditorium. Bon, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Florian Kess, je suis journaliste culture chez Tétu. Est-ce que vous connaissez Tétu? Ça va? Très bien. Et donc ce soir, c'est la soirée Pride du Festival America. Un petit rappel, donc ce festival, il a été lancé en 2002, organisé tous les 2 ans. Là, c'est son 20e anniversaire. Donc moi, je suis très honoré d'être là pour cette rencontre avec 3 auteurs que j'apprécie beaucoup. Donc soirée Pride, on va parler donc des personnages LGBT dans la fiction, de leur évolution à travers les années, et surtout remise dans le contexte donc, de l'Amérique du Nord, parce que le Festival America s'intéresse donc à la culture nord-américaine, et plus précisément à la littérature. Donc pour ça, moi, je suis entouré ce soir de 3 auteurs. Nous avons ici Shannon Pufall, qui est une autrice américaine, qui a écrit « Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents », publié aux éditions Albert Michel. Ensuite, nous avons Kevin Lambert, un auteur québécois qui a écrit « Tu tueras ce que tu as aimé ». Et enfin, nous avons Armistead Maupin, que je pense nombre d'entre vous doivent connaître, à qui on doit les Chroniques de San Francisco, et dernièrement ses mémoires, Mon autre famille. Vous êtes prêts? Vous sentez que je suis stressé ou... Ouais? Un peu? D'abord, j'aimerais qu'on commence quand même cette rencontre avec un extrait. Donc, ce sera une lecture du dernier ouvrage d'Armistead Maupin, qui s'appelle donc Mon autre famille. Donc, c'est un extrait... J'ai une première question pour Monsieur Maupin. Ce livre, c'est votre histoire, mais dans les Chroniques de San Francisco, vous avez aussi dépeint toute une galerie de personnages queer. Et est-ce que pour vous, raconter des histoires qui sont queer, donc qui parlent de personnes LGBTQI+, est-ce que c'est toujours aujourd'hui une forme de militantisme? Very much still part of a fight for me. I'm an old militant now. I was a young militant then. Yeah, I don't stop speaking my mind on the subject of that. Oui, c'est toujours un acte de militantisme pour moi. Je n'ai jamais arrêté. J'étais un jeune militant, je suis maintenant un vieux militant, mais rien n'a changé. C'est toujours un combat pour moi. Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté, par ici, Kevin? Ben oui, c'est sûr que raconter des histoires de gens qui sont minorisés, c'est toujours un acte politique à la base. Puis puis aussi, je pense que dès qu'on est une personne un peu minoritaire, de par un élément identitaire, on le sait parce que quand on a lu souvent un texte quand on était jeune ou adolescent ou à un moment charnière de notre vie, c'est souvent un texte littéraire ou un film qui nous a changé puis qui nous a permis de comprendre quelque chose de nous qui, sans cette œuvre-là, en fait, avant cette œuvre-là, on était opaque à nous-mêmes, il nous manquait des clés, il nous manquait des éléments pour interpréter nos affects, pour interpréter l'espèce d'épaisseur qu'il y avait en nous. Donc, pour moi, c'est fondamental d'à la fois avoir reçu certains textes, certains films, puis essayer aussi de transmettre quelque chose peut-être à d'autres de ce qui m'a aidé ou ce qui m'a construit ou déconstruit, ouais. Là, dans ce que tu viens de dire, il y a quand même l'idée, peut-être aussi de devoir une certaine pédagogie, peut-être une éducation, un peu à donner des fois un certain lectorat. Parce que quand vous écrivez des livres, tous les 3, vous n'écrivez pas forcément pour un public queer, c'est un public plus généraliste. Est-ce qu'il y a justement cette idée en tête de devoir éduquer d'une certaine manière?
Moi, je pense que la pédagogie, ça peut être un truc un peu dangereux pour la littérature, tu sais, au sens que ce que la littérature nous apprend, c'est aussi en nous blessant, en nous troublant, en nous dérangeant. Puis sa forme de pédagogie est presque perverse dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est pas une pédagogie qui passe nécessairement par le bon exemple. Ça peut passer par le bon exemple, mais ça passe par tellement de canaux différents que finalement, pour moi, c'est un rôle encore plus grand puis plus noble que la pédagogie. Et vous, Shannon, qu'est-ce que vous en pensez? I do think that writing is a kind of activism in that sense, but there's a way in which we don't have a choice about that, in much the same way that we don't have a choice about how our identities have been sort of represented in a political realm. I would say that any active imagination necessarily should endeavor to sort of enlarge the world and what it's possible to know about the world. And in that way, it sort of doesn't matter as much what point of view you write from, but only that you write, and that you've offered in that sense to the world some new information that wasn't there before. I write historical fiction, and so part of my endeavor is always to try to write back into the record people whose lives have largely disappeared or been invisible. Je pense qu'effectivement, écrire, c'est toujours un certain militantisme, mais j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment le choix, de la même façon qu'on n'a pas le choix sur comment on a été représenté en politique jusqu'à présent. Je pense qu'on doit se servir de notre imaginaire à chaque fois pour essayer d'élargir la vision des gens. Et peu importe votre point de vue, l'important c'est d'écrire et d'apporter de nouvelles informations au monde. Et personnellement, j'écris des fictions historiques et mon objectif c'est vraiment de redonner vie à des personnes qui ont été effacées de l'histoire. Et est-ce que vous écrivez dans l'espoir que les personnes LGBTQI+, se sentent représentées à travers vos œuvres? Yes, I've always done that. I was told early on that I could not write about certain things, and I didn't listen. There were even people that said I couldn't write about a women's music festival because I wasn't a woman. Well, my spy at the Women's Music Festival was a woman, and she gave me the information that I needed to write that story. The job of a writer is to be empathetic, is to inhabit. I've always said that writing is the only really transgender art form, because I have to imagine myself as a woman, as a trans man, as a gay man. Is that enough? Shut up. Yeah. Donc, oui. La réponse à votre question, c'est oui. J'ai écrit dans l'intention que la communauté LGBT se sente représentée. J'ai d'abord fait ce qu'on me disait, c'est-à-dire on me disait que je ne pouvais pas écrire sur certaines choses et j'ai écouté. Par exemple, on m'a dit que je ne pouvais pas écrire sur un festival de femmes parce que je n'étais pas une femme. En fait, mon avis profond sur cette chose, c'est que l'écriture, c'est sans doute la forme d'art la plus transgenre qui existe. Et entrer dans la peau d'une femme, entrer dans la peau de celui qu'on n'est pas, ou celle qu'on n'est pas précisément. Est-ce que selon vous, il existe un bon personnage queer ou un mauvais? Et si oui, comment on distingue le bon du mauvais? Kevin? Parfois, on entend que oui. Moi, je trouve que c'est malheureux. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'écriture, c'est justement d'écrire des personnages qui sont ambivalents. Dans Querelle, par exemple, c'est pas clair si on l'aime ou pas, Querelle. J'avais envie qu'il dérange le lecteur, mais qu'il soit attachant en même temps. Puis, il y a des gens qui ont lu le livre, des gens gays souvent, qui me l'ont reproché, qui ont dit « Pourquoi t'as pas écrit un personnage plus positif qui donnait, je sais pas, de l'espoir et tout? » Mais moi, je tiens à défendre aussi l'idée que ça prend des personnages. Moi, je crois complètement à l'idée de la représentation. C'est fondamental d'avoir des représentations positives, surtout dans des cultures où on n'a que des représentations négatives, puis souvent homophobes ou transphobes ou queerphobes. Mais je pense que la littérature n'a pas apporté
entièrement le poids de ça. Tu sais, je pense qu'il y a de la place aussi pour avoir des personnages qui sont ambivalents, qui sont même négatifs, puis qu'il faut pas juste mettre nos énergies politiques dans les représentations positives ou non, parce que c'est trop limité, c'est trop petit pour ce qu'on peut faire en littérature, à mon sens. Puis donc, on a besoin d'utiliser toutes les ressources de la littérature, toute la gamme infinie de l'écriture, de la narration, de la construction de personnages, entre autres, pour créer des œuvres qui, elles, sont politiques. Puis la représentation, pour moi, c'est un des éléments d'une œuvre. Selon vous, Shannon, est-ce que ça existe, un bon personnage queer? Et comment vous le définiriez? Well, that's dangerously close to the question, are there good queer people and are there bad queer people, which I might answer privately, but not on stage today, I don't think. And I don't think I'm in a position to make that distinction. That to me seems like a moral distinction, and literature that deals too heavily in morality tends not to succeed, in my opinion. I do think that there are responsibilities that we have as writers who are doing the sort of imaginative act of writing about people who have not often found their way onto the pages of books, to do them justice as complex human beings, which means I think that every queer character should be both good and bad in that sense, because that's what it means to be a person, in essence. And I think when we get down to, when we get down to brass tacks, when we get down to the essence of something, that I just like to give her a challenge every once in a while. When we get down to the essence, that's that's what literature is about, and that's what we want politically, is to be understood as human. Alors pour moi, la question est assez dangereuse de savoir s'il y a des bons personnages queer et des mauvais, parce que c'est comme demander s'il y a des bonnes personnes queer et des mauvaises. Clairement, j'y répondrai que en privé. Je ne dirai pas ça sur un plateau. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment faire cette distinction morale. Et pour moi, les livres qui ont trop un aspect moralisateur, justement, n'ont pas vraiment de succès. Mais je pense que par contre, on a vraiment une responsabilité quand on écrit des personnages queer, et surtout quand on représente donc des personnages qui ont par le passé été évincés de la littérature de façon générale. Et pour moi, il faut vraiment leur rendre justice, c'est-à-dire qu'il faut montrer leur complexité, qu'ils soient à la fois bons et mauvais, parce que quelque part, c'est le fait d'être humain. Et donc, si on revient à la base même de la littérature, avec une expression qui était faite pour embêter l'interprète, donc si on en revient à la base même de la littérature, l'essence de la littérature, c'est justement ça. C'est de montrer la complexité humaine et politique. This might be a disappointing answer. It's not very high-minded, but I really just wrote what I wanted to read, and I think there, especially as a young person, even visually, even in the movies, there wasn't very much for us to see where we got to see women's desire for each other sort of played out for us in that way, however sort of fantastic or realistic. So partly I was writing what I had never been able to read. I do think there's a need to sort of correct that perception from the outside. And certainly we've seen sex between women depicted in ways that don't seem to come from their own experience, but from some other interest that observes them. But I didn't really care to take that on. I think there are plenty of people smarter than me who've talked about what's wrong with that and how we should correct it and what the tactics might be. I really did just write the sex scene I wanted to have.
Alors, je risque de vous décevoir avec ma réponse, mais techniquement, je voulais juste écrire ce que j'aurais voulu lire, en fait. Surtout quand j'étais jeune, même dans les films, on ne voyait pas ce genre de scène, on ne voyait pas le désir d'une femme pour une autre femme. Donc, c'était surtout pour remédier à ce que je n'avais pas vu ou lu par le passé. Je pense qu'effectivement, il y a un réel besoin de corriger la perception que les gens peuvent avoir d'une scène de sexe entre femmes, parce qu'en général, elles ne sont pas vues par les femmes, effectivement, mais par d'autres à l'extérieur qui les observent. Et effectivement, il faut remédier à ça, mais ce n'était pas mon objectif premier. Je pense qu'il y a d'autres gens qui en parlent peut-être mieux. Moi, je voulais vraiment écrire ce que j'aurais voulu lire à l'époque. Et Kevin, je sais que notamment dans Querelle, par exemple, il y a des scènes de sexe, mais qui sont pas du tout comme celles qu'on a pu entendre là dans l'extrait de Shannon, qui sont un peu plus, on va dire, provocantes, peut-être. Toi, quel est ton objectif quand tu écris ces scènes-là? Ouais, moi j'avais envie d'écrire une sexualité, tu sais, je veux dire, il y a ça prend sa place dans une histoire, dans le contexte du roman et tout. Mais en l'écrivant, je me disais, sur le plan du style, j'ai envie que le style soit désirant. Tu sais, que presque quand on lit le livre, peu importe si on est un homme, une femme, hétéro, homo ou pas, qu'on sente le désir puis qu'on soit presque turn on par le livre, peu importe on est qui. Tu sais. Donc j'ai essayé de travailler le style pour rendre les gens gays. mais mais c'est... Judith Butler, dans Gender Trouble, a dit qu'une des ressources des minoritaires, c'est d'universaliser leur particularité. Je pense que j'ai voulu faire ça un peu avec le style. Et Armistead, j'ai une petite question à vous poser, un conseil même. Comment on écrit, selon vous, une scène d'intimité, une scène de sexe qui soit réussie, une scène de sexe queer? I don't know whether it's successful or not. I generally try to make it clumsy. It's real. It's more real if it's not. You're not writing porn. You're writing real sex with a real person. C'est pas une question de réussite, à mon avis. C'est plutôt une question de fidélité à la réalité. Et la réalité étant maladroite, la sexualité est maladroite. Et donc j'essaye d'écrire des scènes de sexe qui soient à l'image de cette réalité. The novel that I'm working on right now, which is called Mona of the Manor, is an interstitial novel that fits into the middle of Tales of the City. Mona is my sassy lesbian character. I love being her more than anybody else. She's now having sex with a hot postmistress in her village. And I have to imagine all these things. This old queen has to write sex scenes that will be believable to everybody, to women. Le livre que je suis en train d'écrire, qui pour l'instant s'appelle Mona du Manoir, est un roman interstitiel, c'est-à-dire qu'il va se glisser entre différents épisodes des Chroniques de San Francisco que vous connaissez. Et mon personnage préféré, cette lesbienne audacieuse, est amoureuse d'une factrice. Et je suis donc amené à imaginer les scènes de sexe entre deux femmes et les rendre plausibles. C'est un passage fort, très cru, pour le coup, au cours duquel on vous raconter l'histoire d'une femme transgenre. En tant qu'homme cisgenre, comment vous êtes pris pour vous renseigner le mieux possible afin de créer ce personnage-là? Moi, l'idée, c'était plutôt d'écrire sur mon souvenir il y a deux femmes trans que j'ai connues quand j'étais enfant. Puis c'était plutôt d'écrire sur mon souvenir de ce que la communauté en disait, puis ce que moi, ça me faisait. C'est-à-dire que moi, je suis pas si sûr d'être un homme cisgenre que ça, tu sais. Puis
je pense que quand j'étais enfant, tu sais, le rapport à ces gens-là, c'était juste, tu sais, c'était complètement débile, là. Ben, d'abord, on les appelait des travestis. Il n'y avait aucune conscience de qu'est-ce que ça peut être transgenre. Après ça, c'était juste négatif. Tu sais, c'était des gens dont il fallait avoir peur. Puis donc, dans la scène, c'est un jeune garçon qui est couché sur un divan puis qui entend ses parents parler puis qui fabule. Mais donc, moi, j'étais tiraillé entre cette identification forte-là que j'avais pour elles, parce que juste en existant, ces femmes-là détruisaient toutes les valeurs conservatrices puis étouffantes, puis qui m'étouffaient aussi, dans lesquelles j'évoluais. Mais donc j'étais partagé entre ça, cette espèce d'attirance, d'identification forte que j'avais, puis l'espèce d'interdiction qui venait de mes parents, ma famille, le discours social, puis qui était posé sur ces gens-là. Donc, tu sais, moi, même si j'avais ce sentiment-là, j'avais pas le droit de le vivre. Donc, j'ai voulu écrire sur cette espèce de tension-là que je ressentais enfant, en fait. Il y a quand même aussi une question qui fait énormément de débat à Hollywood concernant la fiction télé ou bien au cinéma. Je me demandais si, selon vous, Shannon, est-ce qu'un personnage queer est forcément mieux entre les mains d'une personne concernée ou ça importe pas vraiment? I think it helps a lot. I don't think it's required, and I like what Kevin said earlier, that you know, maybe part of what we're doing is also teaching other people how to see us, in a sense, and so, you know, one would hope that what that does is make it, you know, sort of enlarge the vocabulary of everyone. I mean, people who read books, but you know, enlarge the vocabulary of everyone and of other writers who, you know, who want to inhabit those people and want to write about those worlds, to do so in ways that are more interesting and complex. But I don't believe it's a requirement. I think that's a sort of political question rather than an artistic one. And those are questions that I try not to answer in definitive ways. I would say artistically, you know, as long as it's really a matter of whether it's done well, not by whom. Alors je pense qu'effectivement ça aide, mais pour moi c'est pas une obligation. Je pense qu'effectivement, comme le disait Kevin tout à l'heure, on essaye d'enseigner aux gens un peu une nouvelle façon de nous voir. Et j'espère que nos livres élargissent le vocabulaire de tous ceux qui lisent au moins, et que ça permet éventuellement à d'autres écrivains qui peut-être ne sont pas queer d'écrire quand même des personnages comme ça, et des personnages qui soient complexes. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être queer pour écrire des personnages queer. Je pense que c'est une question qui est plus politique qu'artistique, et j'essaye de ne pas donner des réponses trop tranchées sur ce genre de questions. Je pense que d'un point de vue artistique, la question, c'est vraiment de savoir si ça a été bien fait, surtout. Et vous, Amistad, vous êtes de cet avis aussi? I get very nervous when politics gets tangled up with writing. My writing has always been political, but it's simply been because I was describing lives. And when some people start telling you what you should write and how you should write it and how you should approach it, it's dangerous. It feels like, you know, instructions from the Kremlin. Je suis toujours très, très embarrassé par le mélange de littérature et politique. Si j'ai écrit, si mes écrits ont toujours été politiques, c'est parce que j'écrivais au sujet de la vie et pas parce que je voulais écrire des manifestes ou des choses comme ça. Si on se laisse dicter politiquement ce qu'on écrit, alors c'est un peu comme si le Kremlin vous donnait des ordres. I think everybody here has been political by the fact that they're out. You know, we're publicly out. There was a time when lots of writers wouldn't say that, you know, not that long ago. And that's our contribution, to reflect our own lives through the work, and not to be, you know, have to follow
some doctrinaire thing about how people should be represented. Pourtant, c'est en fait le contenu presque politique de l'écriture. Pour moi, c'est le simple fait d'être sorti du placard et de le revendiquer. Que nous agissions en tant qu'écrivains qui sommes sortis du placard, c'est déjà un acte politique et ça n'a rien à voir avec se voir un contenu dicté par des considérations politiques. Et est-ce qu'il y a des limites que vous mettez lorsque vous écrivez des personnages queer? Par exemple, vous n'avez pas forcément envie de renforcer des stéréotypes que subissent déjà ces personnes-là. Est-ce que vous faites votre possible justement pour les contourner ou c'est quelque chose qui ne vous traverse pas du tout l'esprit? Ouais. Ben, moi, la question du stéréotype, je trouve que des fois, on a une vision un peu réductrice, c'est-à-dire que les stéréotypes, des fois, sont vrais. Des fois, je veux dire, des fois, moi, je suis très stéréotypé dans ma vie. Je veux dire, j'aime Britney Spears, j'aime Mariah Carey. Si j'étais dans un roman, on dirait, le personnage est stéréotypé. Je trouve que des fois, c'est un peu à courte vue notre vision là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir comment un personnage est construit dans un livre, quelle complexité il y a, quelle humanité il y a, puis quel travail à partir des stéréotypes l'auteur a fait. Donc, moi, je vois plus le stéréotype comme un point de départ. Si le stéréotype est le point d'arrivée, OK, on s'entend, c'est peut-être pas super intéressant, mais après ça, je pense que c'est un peu, je sais pas, idéaliste, puis même prétentieux de dire « Ah non, moi, j'écris au-delà des stéréotypes. Moi, ça m'atteint pas. Ça arrête à 1 mètre devant moi, les stéréotypes. » Je trouve... Moi, je pense qu'on est dans un monde qui est traversé de stéréotypes, de préjugés, puis que justement, on est au milieu de ce monde-là, on est traversé de tout ça, puis notre responsabilité, puis là, pour le coup, c'est une responsabilité peut-être politique, c'est d'essayer d'être travaillé, puis de faire quelque chose la plus intéressante possible à partir de là. Puis je trouve aussi que on est particulièrement bien placé pour le faire parce qu'on est concerné, oui, puis, mais aussi, je trouve que, même dans les œuvres hétéros, je trouve que des fois, ça manque les personnages gays. Peut-être que les livres seraient moins plates, les livres des hétéros, s'il y avait plus de personnages queer. Puis aujourd'hui, la seule différence, c'est que je pense qu'on s'attend à ce que ces personnages-là soient aussi forts que les personnages hétéros. Puis que s'ils sont pas aussi forts, ben, les gens hétéros qui écrivent des mauvais personnages gays ou lesbiens ou queer vont se le faire dire. Puis des fois, ils le prennent un peu mal. Mais bon, c'est quand même pas si pire, je trouve, comme condition d'écriture. Bon, on va retenir qu'on veut beaucoup plus de personnages queer. Ça va, on peut dire ça, on en veut plus. On en veut partout. On en veut partout. Et vous, Shannon, est-ce qu'il y a aussi des limites que vous mettez quand vous créez des personnages queer ou pas du tout? I'm trying to think of one. No, I mean, I agree. I agree with Kevin, and often, I have students who are beginning writers, and there's often we sort of misidentify things as stereotype or cliche when we actually mean something else, and so I'll say to them. Often, some student will say in a workshop, "Well, I think this is a cliche," and I'll say, "What if we talked about it as here the language isn't actually working hard enough to tell us what it is that we need to know, not necessarily intellectually, but emotionally. The language isn't giving us what we need emotionally. Because a stereotypical fit character is a failure regardless of that stereotypical character's sexual orientation. And so I think that's something that is a kind of universal artistic problem. That has to be addressed, not to me from a political vantage point, but from an artistic one. Alors j'essaye de trouver des limites que je m'imposerais, mais non, je pense pas. Je suis assez d'accord avec ce que Kevin vient de dire. Et personnellement, donc j'ai des élèves qui commencent à écrire et qui parfois ont du mal à identifier ce qui est un cliché ou un stéréotype. Et du coup, des fois, ils me disent, bah voilà, tel passage, bon, j'ai l'impression que c'est un peu cliché. Et je dis, bah non, peut-être il faut juste retravailler la langue pour donner une émotion différente à travers les mots. Pour moi, le stéréotype, c'est un échec que le personnage soit hétérosexuel ou homosexuel, en fait. Donc, quelque part, le problème est universel et artistique et non pas politique.
Et quand même, pendant longtemps, on a beaucoup manqué de représentation LGBT dans la fiction, qu'elle soit littéraire, télévisuelle, au cinéma. Je me demandais quand même pour chacun de vous, quelle est la première œuvre queer qui vous a véritablement marqué, peu importe la raison qu'il y a derrière. Kevin, peut-être? Ben moi, c'est les romans de fantasy que je lisais dans lesquels il n'y avait pas de personnage gay, en fait, parce que j'en inventais. Tu sais, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le pouvoir de la lecture. C'est que pour moi, ben, tu sais, d'abord, quand on lit un texte, nos identifications sont beaucoup plus plastiques que ce qu'on dit parfois. Là, tu sais, c'est que quand on voit un film, c'est la même chose. On est à la fois la table, le personnage de droite, le personnage de gauche, les deux en même temps. Puis donc, moi, je lisais les livres de fantasy, puis j'étais la princesse qui essuie l'épée du preux chevalier de retour du combat. Puis j'étais le camarade du chevalier avec lequel il partait en aventure. Puis moi, dans ma tête, ils couchaient ensemble entre les deux chapitres. Tu sais, il n'y avait aucun doute là-dessus. J'étais aussi le cheval sur lequel il était assis. Donc, tu sais, donc, les livres queer que j'ai lus, c'était des livres hétéros, en fait. Mais je les ai rendus queer par la magie de la lecture. Et vous, Armistead, est-ce qu'il y a une œuvre queer qui vous a marqué? I hate to admit this, but the first thing that really made me want to write a gay novel, or a novel with gay people in it, was a thing by James Kirkwood that was called P.S. Your Cat is Dead. I know you haven't heard of it here, but the cover of the book, okay, the cover of the book said, "It's New Year's Eve, your girlfriend has left you, your best friend has died, and there's no one to talk to but the gay burglar you have tied up in the kitchen. P.S. Your cat is dead." P.S. Your cat is dead is the title of the book, but it was like, and I looked at it, and I have to read this. James Kirkwood was not even out of the closet, but you could feel it in every fiber of his being. And it was funny and sexy, and I actually went to see a film production, a stage production, where Sal Mineo, does anybody remember Sal Mineo, was on stage. What? Okay. Buck naked, tied up. I'm just holding your suspense right now. But it was imaginative on every level. And I thought that was a wonderful thing that he'd accomplished. I could say things like the proper answer is Christopher Isherwood, who became a sort of mentor for me, and it was wonderful to see how comfortable he was in his life. That was the main thing, the example he set by having a boyfriend 30 years younger and taking him to Hollywood parties when everybody was scandalized. Yeah. Je ne connais pas du tout le roman dont il a parlé. De toute façon, il déteste l'idée même de devoir le citer comme l'œuvre, enfin, comme réponse à votre question. C'est-à-dire, il s'agit si je comprends bien, d'un roman inconnu, d'un auteur inconnu. Ce qui compte, c'est qu'on est dans une situation où on peut lire sur la couverture du livre que votre petit ami vous a quitté, votre meilleur ami est mort, et que la seule personne à laquelle vous pouvez parler, c'est le cambrioleur gay qui est caché dans la cuisine. C'est tout ce qui semble ressortir de l'histoire. Il dit aussi plus sérieusement que, bien sûr, il aurait dû répondre à la question de tout à l'heure, Christopher Isherwood. Mais là, il n'a pas du tout parlé d'écriture. Là, pour le coup, il a parlé du fait que Christopher Isherwood est la première personne qui, à Hollywood, a amené son jeune amant de 30 ans à toutes les réceptions, et donc a fait cette... Parce que
l'auteur dont on parle de tout à l'heure, dont je n'ai toujours pas attrapé le nom, n'était même pas sorti du placard, lui. C'est-à-dire que c'est parce qu'il avait, on sentait, enfin, Armstead sentait qu'il y avait une fibre gay dans ce qu'il écrivait qu'il vous a répondu en donnant son nom. Mais Isherwood, c'est du côté de la personne, hein, du côté de l'acte social, de la déclaration de sortie de placard. Bon, ça va être difficile de faire mieux, je pense, ça va être difficile de faire mieux comme œuvre qui change. Shannon, on peut faire mieux ou... Unbelievably, it was also P.S. Your cat No is dead. way. Bah, c'est bizarre parce que c'était le même livre, PS, votre chat est mort. What did you say? I'm- Yes, it was It- also it was P.S. also, yeah. Which sounds like a lesbian novel, doesn't it? It does. But I think part of what you're saying is that, you know, and well, what Kevin's saying too, in a much more beautiful, extravagant way, is that I'm going to say it, is that, you know, you look for yourself and you look for little tiny moments, and so there isn't one that I could point to and say that you would recognize necessarily as you know, a book with explicit queer content, but that I found it in the subtext of many other things, because it's not exactly true that you know, that it's only recently that queer characters have been represented in fiction. They're everywhere, going way back. They're just often perhaps not what we would like. You know, they're evil, or they're sort of devilish men who are effeminate, or they're, you know, nefarious lesbians out there to you know, turn vulnerable women when their husbands are away. But nevertheless, you know, there they were, right? And there was a lot of pleasure in seeing even those things. So I think as a, you know, a queer person growing up in the world, you learn to look for subtlety, and you learn to value subtlety, and then you hope later that, you know, your reward for that is getting to not be subtle at all, right? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Armistead a dit, et Kevin également, et je vais le dire un peu moins bien. Moi, je pense que dans les romans qu'on lit, on va se chercher soi-même. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous donner un titre d'un livre où vraiment les personnages queer étaient évidents. Je pense que c'était toujours un peu caché. Parce que c'est pas vrai, on a beau dire, c'est pas totalement vrai que les personnages queer sont si récents que ça. Ils étaient partout dans les livres et depuis très longtemps, sauf que bien souvent, c'est pas des personnages qui nous plaisent, parce que soit ils sont mauvais, soit c'est des hommes efféminés, soit c'est des femmes qui, dès que leur mari est pas là, changent complètement. Enfin, c'est pas des personnages très positifs, mais ils étaient là. Et malgré tout, moi, ça me donnait du plaisir de les trouver. Alors certes, il fallait bien chercher, c'était subtil dans les livres, mais justement l'espoir, c'était que moi, un jour, je puisse être beaucoup moins subtil en les écrivant. La dernière question que j'aurai pour vous trois ce soir, c'est est-ce que être étiqueté auteur queer, est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour vous? C'est quelque chose que vous trouvez limitant? Ou c'est une fierté? Ce qu'on dit jamais de l'étiquette, c'est que ça prend quelque chose pour la fixer. Mais donc, il y en a des étiquettes dans le monde, puis on les met sur nous, mais elles tombent par terre. Donc, c'est pas grave, les étiquettes, c'est bien, ça en prend, mais ça colle pas. Voilà. Shannon, on est d'accord avec ce que vient de dire Kevin? Well, I mean, queer writer in a marketing sense has a kind of vulgarity that is, you know, uninteresting to me. But I don't think there's any escaping the factual reality that I am a writer who is queer. And so in that way, I suppose, you know, that's a fairly accurate description. But I think, you know, the idea that that's a way that you know, that the books that I write would be introduced to the world, you know, has both good and bad
good and bad sort of elements to it. And what I would hope is that, people come to it and they read it and they think this is a very good book, regardless of what sort of category they think it falls under. Alors, je pense que d'avoir une étiquette d'écrivain queer d'un point de vue marketing, c'est pas très intéressant et un petit peu vulgaire peut-être. Mais par contre, je peux pas échapper au fait que je suis écrivain et je suis queer. Donc quelque part, la description est réaliste, hein, c'est bien le cas. Par contre, ça me dérange un peu plus que mon livre soit présenté comme ça. Il y a du bon et du mauvais dans le fait de le présenter comme ça. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'une fois que les gens l'auront lu, ils diront juste que c'est un bon livre, quelle que soit l'étiquette qui soit attachée dessus. Il faut voir Misted pour finir. I think queer is a very handy label because it's inclusive of many different lifestyles. So you don't have to say LGBTQIA over and over again. And years ago, Christopher Isherwood told me that he liked to use the term queer because it confuses our enemies. And I realized that was true. I've been saying it for 40 years now, so it's a handy word. Don't forget me. Well, not as much as you. Donc oui, le mot queer est un mot que j'aime parce qu'il inclut tous les autres. On n'a pas besoin de passer par ces listes de lettres capitales, LG, etc. Il a dit plusieurs choses. Il a dit que c'était un mot donc, qui avait la chance d'en comprendre plusieurs, mais aussi un mot, comme lui avait dit Isherwood un jour, qui avait le don d'exaspérer nos ennemis. Donc à ce titre, c'est celui que je revendiquerai, même s'il accuse son traducteur de n'y rien comprendre. C'est le mot qu'on garde, c'est ça? Shall we keep the word queer? Is that what you mean? Is that what you say? Yeah. That's the one you... I'm going to keep it, yeah. Perfect. Queer. Bon, c'est la fin de cette rencontre. On va enchaîner avec la projection de Call Me By Your Name de James Ivory. Je suppose que la plupart vous avez déjà vu ce film, mais c'est toujours un plaisir de le revoir. Je remercie donc Shannon, Kevin et Armistead d'être venus jusqu'ici. On va aussi remercier Fabien Saez-Olivier, Léonie Béraud et Com Luquet, comédiens du studio JLMB qui sont chargés des lectures des extraits. Et enfin, merci au Festival America d'avoir pu organiser cette rencontre et cette projection. Et merci à vous!